Bon, eh bien, on n'aura probablement pas besoin ni de full course yellow, ni de safety zone. Et très bientôt, on va faire ce qui est en train de se faire. Il n'y a plus de drapeau jaune agité sur le circuit. C'est ouvert. Allez, la course reprend ses droits. Où en est-on en ce qui concerne la différence entre les deux Toyota de tête? 1 minute 5. 1 minute 5, c'est l'avantage de Mike Conway avec la 7 sur Sébastien Buemi sur la 8. En catégorie LMP2, vous le savez, nous avions les deux voitures séparées lors du dernier safety car, justement par un safety car, ce qui fait que la différence est importante entre la Horus du J-Drive qui s'arrête au stand. Arrêt de la leader en catégorie LMP2 à l'instant avec Job van Uitert. Il a 1 minute 24 d'avance sur Pierre Thirier qui est actuellement à bord de l'Alpine du Signatec Matmut. 1 minute 24 au dernier pointage. Vérifier si ce sera. Alors, il ne s'est pas arrêté, lui, Pierre Thirier, il a continué. L'arrêt de la voiture en comptant les deux boucles de sortie étant autour de 1 minute 5, il est fort possible qu'elle se retrouve très proche sur la piste lorsque la 26 retournera sur la piste des 24 heures. En catégorie LMGTE Pro, la différence continue à être de 2 secondes 2 entre les deux leaders, c'est-à-dire la Ferrari numéro 51 de la F Corset et la Porsche numéro 92 du GT Team. Et en catégorie LMGTE AM, la différence, elle est depuis un bon moment déjà importante entre les deux leaders. Alors, Pierre Thirier s'est arrêté. Pierre Thirier s'est arrêté. C'est vrai que depuis le début, les deux ont toujours l'habitude de rouler de concert et de s'arrêter de concert. Lorsque l'une s'arrête, l'autre aussi. Ce qui fait que l'écart, qui était donc de 1,24, devrait se maintenir autour de cette différence, de ce compte de secondes. Catégorie LMGTE AM, les différences sont un peu plus importantes que dans les autres catégories. Non seulement entre la Ford GT85 actuellement en tête, mais aussi les autres concurrents. En fait, la Porsche numéro 56 est deuxième, elle est à 2 minutes 15. La Porsche du JMW numéro 84 est troisième, est à 25 secondes. On trouve la Porsche Dempsey ensuite à 34 secondes de la Ferrari du JMW. Puis pour arriver à la 5e place en catégorie LMGTE AM, il faut trouver une Aston Martin. Elle est à 21 secondes de la voiture devant elle. Évidemment avec les ennuis qu'a connu la seule Aston Martin actuellement présente, puisque vous le savez, la 95 et la 98 ne sont plus en piste. Eh bien, il faut s'en remettre à TF Sport avec la numéro 90 en catégorie AM pour trouver la meilleure au classement des Aston Martin, puisque la 97 est toujours en piste, mais elle pointe à une très modeste 54e position. Pour ceux qui sont adeptes des vitesses de pointe, c'est vrai qu'il faut bien entendu toujours tenir compte du fait que les voitures, particulièrement en prototype, doivent toujours négocier dans le trafic lorsqu'elles doivent passer une autre voiture. Mais il est évident depuis le départ de l'épreuve que la différence en vitesse de pointe que nous avions déjà notée dans les essais est encore plus accentuée. On a vraiment l'impression que le réglage pour les deux Toyota a été clairement d'avoir plus d'appui
et moins de vitesse de pointe. Il arrive dans certains tours que les Toyota n'arrivent plus à dépasser les 310 km/h. C'est le cas par exemple dans le tour actuel où nous avons la Toyota numéro 8 à 304 km/h et la Toyota numéro 7 à 309. Alors que, en ce qui concerne particulièrement les BR Engineering, eh bien, on a régulièrement des vitesses de pointe supérieures à 340. Et Marc Arnoldi, les réseaux sociaux nous permettent toujours de saluer des Sartois expatriés qui restent dans l'ambiance du Mans grâce à l'application, grâce aux réseaux sociaux. On va saluer Julien qui nous écoute depuis le Québec en ce moment. C'est vrai que les 24 heures du Mans, ça casse les pattes à l'hiver d'un caribou. Le téléphone a sonné et ça venait pas du Québec, ça venait du premier étage. Ouais, absolument, avec la direction de course qui confirme validation de l'abandon à 0h54 sur accident. L'Aston Martin numéro 95 est donc maintenant inscrite dans le club des voitures qui ne termineront pas les 24 heures du Mans. L'abandon de l'Aston Martin numéro 95 à l'instant confirmé après la sortie de piste de la voiture alors que Marco Sorensen était au volant. Et donc les voitures qui ont officiellement abandonné, numéro 64 pour la Corvette, numéro 88 la Porsche du Dempsey Proton Racing et 2 Aston Martin. La voiture officielle numéro 95 qui fut pourtant la voiture de la pole position à la numéro 98. L'équipe qui a déjà gagné par le passé le classement des GTE-AM avec Paul Dall'Anna, Pedro Lamy et Mathias Lauda. À qui l'on souhaite évidemment plutôt gagner en fait le WEC, mais jamais gagné en effet les 24 heures du Mans pour l'équipage numéro 98 avec cette Aston Martin. Et l'on souhaite évidemment retrouver très très vite cette même formation pour les 24 heures du Mans, mais qui sera déjà de toute façon l'année prochaine présente avec nous dans ce championnat du monde des FIA WEC. Grosse déception, on peut l'imaginer pour les équipages, car de toute façon, lorsque vous prenez le départ d'une course telle celle-ci, est évidemment dans le but de la terminer, et qui plus est de la gagner pour l'équipage Paul Dall'Anna, Pedro Lamy et Mathias Lauda, numéro 98. On va revenir maintenant sur la catégorie GTE Pro. James Calado rentre au stand, l'arrêt de la Ferrari numéro 51 à l'instant. L'arrêt de la Ferrari numéro 51 et c'est Mikael Christensen avec la Porsche numéro 92 qui en profite pour repasser en 26e position. 26e position. Les Ligier United Autosport se suivent également. L'avantage pour la numéro 22 de Phil Hanson et le numéro 32 qui avec Ryan Cullen est reparti à l'instant. L'écart entre les deux Ligier United Autosport, il est exactement de 26 secondes et 5 centièmes. Mike Conway et Sébastien Buemi avec les Toyota numéro 7 et 8. 1 minute 02 les séparent. Il y a entre les deux BR Engineering numéro 17 et 11 aux mains actuellement d'Egor Orodzef et de Vitaly Petrov 1 minute 53. Et considérez qu'il y a entre les deux rébellions qui suivent 5 et 6e. 3 tours entre Gustavo Menezes et Bruno Senna. Bruno Senna numéro 1. Un retard de 3 tours sur la voiture sœur. G-Drive avec l'Orus numéro 26 et Jovan Neutert. Il devance Pierre Terrier d'1 minute 34 secondes alors que la voiture en 3e position. Et le RK du Jackie Chan DC Racing piloté par Gabriel Aubry en ce moment. Gabriel Aubry qui a 46 secondes de retard sur Pierre Terrier. L'arrêt de Vitaly Petrov à l'instant avec la BR Engineering numéro 11. Relais de nuit pour Vincent Capillaire numéro 39 avec l'Oreca So 24. Graf Racing 21e, alors que c'est Daniel Serra qui avait été un des grands animateurs
de la soirée de ce samedi, qui a repris le volant de la Ferrari numéro 51, l'arrêt de la Ford numéro 67, ce qui laisse d'ailleurs à Jan Magnussen, qui lui offre du moins la possibilité de repasser, peut-être temporairement, à confirmer, en 3e position. La Ford qui repart. Aura-t-elle conservé la Ford la 4e position? Alors Earl Member avec la Porsche était à 51 secondes. La Porsche numéro 93, il vient à l'instant de passer, à mon avis. On va le confirmer dans un instant, mais la Porsche de Earl Member devrait passer 4e de la catégorie des GTE Pro. Daniel Serra est reparti. Il va falloir vérifier lors du prochain passage ce que va faire la Porsche en tête numéro 92 au niveau du tableau de marche. Il lui manquerait un arrêt par rapport aux autres. Donc nous allons voir si lors du prochain arrêt, la fois si la bataille va continuer entre ces deux voitures. Une bataille de tous les instants depuis le départ, mais ça, on le savait au moment où on a pris le ticket. Ce n'est pas la première année, loin de là, qu'en LMGTE Pro, ça ne se décide jamais, si ce n'est lorsqu'on s'approche de l'arrivée. En fait, c'est un travail par élimination. Ce qui compte, ce qu'il faut, c'est pouvoir rester le maximum de temps sur la piste et d'être toujours le plus compétitif possible. Pas tomber dans les pièges. Et Ford reste toujours leader dans le GTE-AM avec le Keating Motorsport et Jeroen Bleckmolen. Project One avec la Porsche actuellement pilotée par Patrick Lindsay. 2e, l'écart 2 minutes 18 en faveur de la Ford. Même s'il est tout à l'heure parti en tête à queue, ça doit faire un peu plus d'une heure maintenant. Wei Lu avec la Ferrari GMW Motorsport est resté très concentré, s'applique et ça paye. 3e position pour la Ferrari GMW. Elle est en ce moment à 29 secondes de la Porsche de Patrick Lindsay. Les 4e des GTE Pro sont les pilotes de la Porsche numéro 77 du Dempsey Proton Racing. Julien Andlauer pilote la Porsche numéro 77 en ce moment. Tony Villander le suit. L'écart 36 secondes et demie. Tony Villander qui est en ce moment en train de défendre sa 5e place justement dans le classement des GTE-AM. Charlie Hustwood est-il en mesure de le menacer? Il est à 1 minute 26. C'est Charlie Hustwood en ce moment qui pilote l'Aston Martin TF Sport numéro 90, qui est la seule Aston Martin encore capable de concrétiser un bon résultat, puisque la numéro 98 ne passe plus. Clearwater avec la 7e position des GTE-AM, la 46e place du général. Matthew Griffin suivent dans les GTE-AM, 46e la Porsche de Philippe Pret avec Louis Pret et Vincent Abril, ce sont 3 rookies. La 49e position avec la Porsche du Gulf Racing, c'est Thomas Preining en ce moment qui est au volant, alors que Kei Cozzolino est le pilote qui est reparti ces derniers instants avec la Ferrari du Car Guy Racing, voiture qui porte le numéro 57. Et Kei Cozzolino en ce moment devance Francesco Castellacci avec la Ferrari Spirit of Race de quelques 9 secondes 3. MR Racing, Kessel Racing avec la Ferrari des dames. Alors, en fait, la Kessel Racing numéro 83 est en 52e position. Elle est 12e des GTE-AM et donc devance la Ferrari MR Racing, mais également la 2e Ferrari du Kessel Racing. L'Aston Martin numéro 97 figure encore dans le tableau en ce moment, mais elle est malheureusement loin, bien loin, bien que l'on peut constater, Marc Arnoldi, qu'elle enchaîne les tours pour l'instant. Elle les aligne à Eddie Cheever, c'est intéressant, avec la Ferrari numéro 70, pardon. Elle vient de réaliser un tour en 3 minutes 55 secondes 905 millièmes, et c'est le plus vite des temps qui a été réalisé par cette voiture. Ah, alors attention, les commissaires vont signaler drive-through penalty pour tiens, Lenso numéro 4 qui aurait doublé 2 voitures durant la période de neutralisation.
Lenzo qui, dans le classement numéro 4, est à la 57e place. Et non, ça ne va pas faire ses affaires pour accompagner sa remontée. Tom Dillman est à bord de cette voiture, tout comme André Lotterer est monté dans la rébellion numéro 1, tout comme Stoffel Van Dorn est monté dans la BR numéro 11. Alors, évidemment, comme ces trois voitures viennent de revenir en piste après un arrêt, nous n'avons pas exactement, lors du dernier tour, un temps au tour exact à vous communiquer, mais sachez qu'il n'y a pas tellement de différence. Il n'y a pas, non, les Toyota devant, c'est-à-dire les Toyota qui seraient sur une autre planète, et les voitures LMP1 non hybrides qui seraient dans une seconde division. Non, ce n'est pas le cas. Lorsque l'on regarde à 1h15 du matin les temps autour, ils sont assez proches. C'est vrai qu'il y a cette différence déjà de 2 tours d'avance pour les Toyota par rapport à la première LMP1 non hybride, mais on voit que ça a été construit petit à petit. Il y a eu une seconde ici, une seconde là. Il y a eu une meilleure gestion des arrêts, et puis surtout il y a moins d'arrêts, parce qu'il y a moins d'arrêts en hybride qu'en non hybride. La différence est elle va jusqu'à 3 arrêts en plus. On est à 17 pour les rébellions alors qu'on est à 14 avec les Toyota. Ceci explique cela, mais en ce qui concerne les temps autour, il n'y a pas beaucoup de différence. Gustavo Menezes est passé par exemple en 3.23 de 420 lors du dernier passage. Combien est passé Mike Conway, le leader de la course? 3.25, 301, donc c'est un petit peu même plus lent. Regardez Gustavo Menezes qui passe en 3.21, 314. Donc, en rythme de course et pour l'instant, eh bien, les LMP1 non hybrides ne sont pas loin. Oui, et Fred Makovic en ce moment nous offre aussi un très joli spectacle. Il est dans l'aileron de la Porsche numéro 93. Des images que l'on retrouve en ce moment sur les écrans géants alors que les deux voitures viennent de passer Indianapolis. Rappelons que Porsche reste leader des GTE Pro avec Michael Christensen. Daniel Serra est à 1 minute 15 désormais. Et la Corvette, alors il faut attendre aussi le passage par les stands des voitures rivales pour l'avoir sans doute regagné quelques places. La légère baisse quand même dans le classement. Elle figure maintenant en 7e position à 11 secondes et demie de la Porsche numéro 92 en tête des GTE Pro pilotée par Michael Christensen. La Ford numéro 85 passe par les stands. Elle était en tête de la catégorie GTE AM. Va-t-elle le rester? C'est une probabilité. Est-ce que la Porsche numéro 77 est passée? La réponse est non. Or, si elle passe effectivement, eh bien, elle s'emparait de la place de leader. Allez, Mylène Bory, à vous quelques infos tout de suite à 1h17 du mat. Merci mon cher Bruno, je vous rappelle que jusqu'à 4h du matin, vous allez pouvoir accéder dans cette zone d'expérience que l'on aime appeler la Fan Zone pour tester les différents simulateurs, le Batak Challenge. Profitez également du grand écran, un live qui vous est proposé tout au long de cette course, des vidéos d'explication et de décryptage pour les non-initiés, l'escape game également, 24 heures du Mans by Ligier. Les simulateurs, ça c'est dit, vous allez pouvoir profiter également jusqu'à 4h du matin d'une soirée avec un DJ résident sur place. N'hésitez pas également à profiter de cette fête foraine. Une édition des 24 heures du Mans sans fête foraine, ce ne serait pas une vraie édition. Elle est traditionnelle ici, on l'aime beaucoup. Vous allez pouvoir tester sur place le Booster Cyber One, c'est un immense manège qui vous fera tourner à plus de 360 degrés. Alors évidemment, vous conseille d'y aller le ventre vide. Et puis pour les plus sages, il y a toujours des manèges traditionnels. Même pas choucroute par exemple, ou un cassoulet? Je vous le déconseille Bruno, mais ça peut être une expérience, remarquez. Et puis dès demain, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des animations du circuit avec des baptêmes de l'air que vous allez pouvoir réserver pour faire un tour de circuit d'environ 10 minutes et aller à la rencontre des différents stands du circuit. Très belle soirée à tous. L'arrêt de la Porsche numéro 92 en tête de la catégorie GTE Pro, Michael Christensen s'arrête à l'instant. Et là aussi, surveillons bien le temps qui va passer. Daniel Serra va en profiter pour revenir évidemment.
et tenter, à défaut de subtiliser au pilote Porsche la place de leader dans la catégorie GTE Pro, se rapprocher autant que faire se pourra et aller la chercher, cette place de numéro 1 à la régulière. Et il sait faire, Daniel Serra. Il en avait fait la démonstration hier déjà. Ravitaillement en cours pour la Porsche numéro 92. Est-ce que là on va défaire le spoiler, la partie basse du pare-choc pour tout simplement... Non, peut-être pas cette fois-ci. On va se contenter d'un passage de deux mains sur les ouïes d'entrée pour enlever des impuretés. Il y en a peut-être moins en ce moment avec la température qu'il fait. Et ça repart à l'instant pour la Porsche numéro 92 de Michael Christensen. Alors surveillons bien le passage de chacune des autres voitures. Est-ce que la Ferrari numéro 51 est passée? Est-ce qu'elle va passer? Ouais, elle n'est pas encore passée. Elle devrait très très vite entamer la montée de la ligne droite des stands. Et l'écart devrait... La voilà qui passe, la Ferrari numéro 51. Et l'écart devrait se situer aux alentours de la quinzaine de secondes. Attention à ce ralenti avec la Ligier du team Marc Bratislava. Oula, qui a frôlé la correctionnelle. Ah, peut-être même d'ailleurs a-t-elle heurté. Oh, c'était un léger heurt, mais quand même la pile de pneus à la sortie du virage d'Arnage avec justement la pile de pneus positionnée côté gauche. Un petit choc au niveau de la Ligier qui est rentrée au stand. L'arc Bratislava, numéro 49, piloté par Henning Engqvist. C'est le pilote suédois qui était au volant de cette voiture lorsqu'il y a eu justement cette mésaventure. Daniel Serra à 11 secondes et demie. À 11 secondes et demie. Daniel Serra de la Porsche de Lorenz Vanthoor. Ouais, parce qu'en fait, il a été un peu plus long l'arrêt du pilote brésilien de l'écurie italienne AF Corse. 5 secondes de plus au stand, à l'arrêt au puits, comme dirait notre ami québécois. Et bien ça se paye. Ça se paye puisque la différence lorsqu'ils se sont arrêtés était autour de 5 secondes. Elle est maintenant à 11 secondes. Et c'est vrai qu'avant de s'arrêter, bien la Porsche numéro 91 était avec Michael Christensen un peu plus rapide que la Ferrari. À voir si Lorenz Vanthoor va continuer à imprimer un rythme qui lui permettrait de se distancer de la Ferrari derrière lui. Laissons-le s'installer dans son tour, vérifier l'état de la piste. 3,53, 408 le dernier passage du... Oh, et la 17. Oh là là, sortie de piste importante. Comme l'Aston Martin d'Alexis, au même endroit. Oh là là, l'arrière complètement arraché. Sortie de piste de Egor Ourudzev. Et safety car. Safety car à l'instant. Safety car à 1h22. So the race is under safety car control with a big crash affecting the number 17. BR Engineering with Egor Ourudzev. In the karting corners, but driver is okay, but the car is damaged. What happened? Il est sorti apparemment, mais oui, tout seul. En arrivant trop vite dans ce virage, la voiture va s'encastrer dans les piles de pneus, enfin, va heurter les piles de pneus, ne s'encastre pas grâce à cette fameuse bâche que l'on applique le long de la pile de pneus. Mais l'arrière étant complètement anéanti, là, il est clair que c'est la fin pour la BR Engineering numéro 17. Pilote indemne, rappelons-le, pilote indemne. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a une grosse décélération de ce genre, le service médical envoie tout de suite une ambulance, même si le pilote paraît bien debout et qui a même commencé à terminer d'enlever quelques éléments de carrosserie, mais de toute façon, même si on n'est pas très loin de l'entrée des stands, on voit mal comment Egor Ourudzev pourrait réussir à faire les quelques centaines de mètres qu'il sépare de l'entrée de la voie de décélération et ramener la voiture au stand tout court. Ouais, l'image qu'on avait visiblement, Egor Ourudzev
qui est un espoir. Hein. Les Russes mettent beaucoup d'espoir sur lui. Il l'avait déjà été durant les qualifs. L'équipe SMP considère qu'elle peut continuer. Il y a une carrière à faire avec Yegor Loroutsev. On a bien vu qu'il essayait. Il est toujours près de sa voiture. Visiblement, il a dû voir l'étendue des dégâts et se rendre compte. Ouais, c'est ce qu'il fait maintenant, en tout cas, à l'image que nous avons tous d'ailleurs sur le grand écran. Que j'ai l'impression qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas possibilité de revenir. L'équipe SMP qui avait qui a toujours officiellement cette voiture en pointe, en 4e position, pas très loin de la 3e, qui connaît sa première alerte. Là, cela va réduire à 5 le nombre de voitures LMP1 au niveau de la course pour la victoire avec les deux Toyota, toujours 1 et 2 du classement, la numéro 7 et la numéro 8. Et Stoffel Van Dorn s'est arrêté, lui, avec la numéro 11 pour un ravitaillement conforme au tableau de marche, manifestement. Oui, conforme au tableau de marche sur 12 tours pour la 7, elle aussi. Quand nous sommes sous régime de safety car, vous vous souvenez, quand c'est full course yellow, on ne peut pas ravitailler, mais en safety car on peut. D'ailleurs, c'est bien indiqué, pit entry open. La seule chose, c'est qu'il va falloir attendre le train suivant, le safety car suivant pour ressortir, et donc vérifier où se trouve la 8. Nous avons bien 3 safety cars, en ayant bien entendu en tête que la 8 s'arrêtera un petit peu plus tard. Alors McConway va-t-il descendre de la Toyota numéro 7? Sébastien Buemi couvrira-t-il un relais supplémentaire? Ce sera l'occasion de le vérifier. Daniel Serra profite-t-il de la neutralisation pour revenir finalement plus vite que prévu sur la Porsche numéro 92, évidemment sans la dépasser? Regardez sur les écrans, voilà, on revoit en perdition la BR numéro 17. Le train arrière vient heurter la quintuple pile de pneus dans ce secteur. La bâche anti-encastrement a bien fait son rôle. La voiture immobilisée dans le bac à gravier. Et l'on a vu en effet Egor Orudzev en sortir aussitôt, enlever l'aileron. Un commissaire vient demander s'il va bien. La réponse c'est oui. Ouais, Egor Orudzev l'a fâché, ça se voit, qui arraché quelques éléments, morceaux, et malgré les visages tendus dans l'équipe, on est quand même content et soulagé de l'avoir vu indemne bouger. Voilà, le choc il est sous le casque et c'est le fruit de la déception d'avoir perdu la voiture dans ces virages. Alors évidemment avec un dévers contraire, c'est vrai que là il penche vers l'extérieur ce virage. Et c'est clair que cette subtilité de cet enchaînement de virages, qui a toujours été ainsi depuis 1972, l'année d'inauguration de cette nouvelle portion, chaque année emmène certains pilotes à la faute. Et là c'est Egor Orudzev qui en a fait les frais, et il est vrai aussi qu'en l'espace d'une heure, nous avons pour ainsi dire perdu 2 BR Engineering. La voiture du team Dragon Speed et ses très belles couleurs Gulf qui ne repasse plus depuis maintenant fort longtemps. Et à l'instant, la numéro 17 d'Egor Orudzev dans l'enchaînement des virages du karting dans la zone du Corvette Corner. Il y aura bien un moment où la neutralisation arrivera à terme, et c'est là qu'il faudra suivre le duel Lorenz Vanthoor, Daniel Serra. La Porsche numéro 93 n'est pas dans le même train-train constitué derrière l'une des 3 voitures safety car. Donc derrière le même safety car que la Porsche numéro 92 et la Ferrari numéro 91, puisque en ce moment Earl Bamber est à 2 minutes 52. Mais
en ce qui concerne les trains-trains, eh bien on retrouve les deux Toyota. Et la 8 est devant la 7. Ah oui, La 8 est devant la 7. Elles sont derrière le même safety car, mais la 8 est maintenant devant la 7. Encore une fois, l'entrée des safety cars rebat les cartes dans le clan Toyota. Puisque donc la 8 et la 7 se sont arrêtées. Donc plein refait. Ah oui, voilà, on a l'explication maintenant en fait, puisque au moment du redépart de la 7, il a fallu attendre passage feu vert, et bien l'arrêt total de la 7 a été de 3 minutes 40, alors que pour la 8, il avait été de 1 minute. Et voici donc, avec un changement de leader, on peut déjà le confirmer, puisque de toute façon, derrière le safety car, pas moyen de dépasser. Et on est bien d'accord, le 8 est bien devant la 7. Elles sont en fin de peloton du safety car. Lorsque le safety car s'effacera, il y aura du travail à faire avec les appels de phare pour passer plusieurs voitures qui sont devant. Mais la 8 est bien devant la 7. Sébastien Buemi, la Suisse, en tête des 24 heures du Mans. et regardons les autres écarts. Déjà pour confirmer qu'André Lotterer va dans l'instant de 2 tours passer en 5e position avec la Rébellion numéro 1. SMP Racing n'aura plus qu'une voiture. Le match ne sera plus égal au niveau des effectifs entre SMP Racing et Rébellion Racing. Pierre Thirier, c'est pareil, il n'est pas dans le même wagon que Job Neutert, qui avec en ce moment Lorus G-Drive profite de la situation pour afficher un écart. Alors on est dans l'approximation compte tenu du ralentissement, mais de 4 secondes 12 minutes. Gabriel Aubry, même chose, n'a pas profité vraiment de la neutralisation, puisqu'il est maintenant pointé à plus de 3 minutes 10 de la voiture de Pierre Thirier de l'Alpine, et David Edmeyer-Hanson suit dans ce même classement avec la deuxième des Oreca du Jackie Chan DC Racing en 37e position. Les derniers passages par les stands, Pastor Maldonado avec l'Oreca Dragon Speed numéro 31, 12e. Julien Canal toujours avec la Ligier Panis Barthez compétition numéro 23, 17e. Le Septila Racing Villeurbanne Corsé, la Dallara numéro 47, Andrea Bellitti est au volant, alors que Fritz Van Aert est au volant lui aussi de l'autre Dallara, justement la numéro 29 en 24e position. Nous avons également eu ces derniers instants l'arrêt alors de la BMW M-Tech numéro 82, mais aussi de la numéro 81. Rediffusion de 3 géants, la sortie de piste de la BR Engineering numéro 17. Et où en sommes-nous des Aston Martin? Eh bien pour l'instant, la situation n'est pas extraordinaire, puisque l'on a signalé que la numéro 97 était à son stand là ces derniers instants. Ouais, et vous avez aussi à chaque fois avec ces images rediffusion sur les écrans la réaction des membres des équipes lorsqu'ils découvrent qu'une voiture est accidentée est la leur. Et des réactions de visage telles celle-ci montrent bien que d'entrée de jeu on prend conscience que c'est fini, ou alors sauf miracle ce sera très difficile de repartir. Et là il faut apprendre à gérer, digérer aussi. Oui, Pascal Vasselon, un écran météo sur sa gauche. Bon, j'aime bien ce qu'on a vu à l'instant, que des petites taches jaunes. Ça veut dire que le soleil, une météo clémente sont annoncées pour la suite. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a des taches jaunes. C'est bien les taches jaunes. Alors, la différence qui apparaît sur les écrans de 5 secondes 9 entre les deux Toyota n'est pas réelle, puisqu'évidemment les voitures sont à vitesse réduite. Ça roule quand même, hein, quand on est derrière le safety car en vitesse de pointe, on peut arriver à 123. C'est pas mal. Wow. C'est mieux que d'être en full course yellow quand on est limité à 80. Voilà. Waouh, deuxième fois. Stoffel Van Dorn, par contre, lui est resté au volant de la numéro 11. Enfin, je devrais plutôt dire qu'il est passé maintenant au volant de la numéro 11, puisque Vitaly Petrov était resté au volant de celle-ci tout à l'heure. Le Belge, donc le seul pilote SMP Racing désormais, 4e.
Et ce safety car, effectivement, a mis la pagaille, si vous me permettez l'expression, en catégorie LMP2. Car depuis le départ, vous vous souvenez, nous nous souvenons tous que la bataille entre l'Alpine numéro 36 et l'Aurus numéro 26 était en fait un travail pratiquement en duo. Ils roulaient ensemble, ils s'arrêtaient ensemble et les voici maintenant séparés par un safety car. Même nombre d'arrêts pour les deux, puisque nous sommes à 16 arrêts entre les deux voitures de tête en LMP2. Donc il n'y a pas de différence au niveau des arrêts, mais il y a effectivement une différence entre un safety car qui sépare maintenant Pierre Thiriet de Joop van Uitert. Même chose d'ailleurs avec la troisième voiture en LMP2, Gabriel Aubry est séparé lui aussi par un safety car. On considérait que les trois premiers en LMP2 sont chacune derrière un safety car différent, puisque nous sommes munis de 3 safety cars dans la nuit du Mans. Les gradins, les tribunes ne sont pas déserts au Mans. On n'allait pas croire ça aux mauvais augures qui auraient pensé que. Alors, il paraît qu'il y a des groupes qui se constituent dans les tribunes. Il y a une série de personnes, 5 avec des, des sweatshirts ou des polaires rouges qui sont en face dans la tribune marquée Total. Et juste derrière, il y en a 5 en noir. Ah ben vous voilà. Vu ah, dites donc, est-ce que c'est les couleurs de Toyota, ça, noir et rouge? C'est pas faux, mais là, je pense que c'est un petit peu une coïncidence. Voilà, il y a une autre personne qui arrive pour renforcer les effectifs en polaire rouge. Donc là, ça polaire comme ça, mais on va en entendre parler. Lionel Robert, tiens, également, qui est avec nous rend visite. Venez, cher Lionel. Allez, parlons un petit instant avec vous, qui vivez également en Ultimate Cup Series une belle saison, un beau championnat. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, Bruno. Alors que pense quelqu'un comme vous qui a participé à cette reprise aux 24 heures du Mans, de la course que nous avons vécue jusque-là, marquée par l'arrêt de la rébellion de Gustavo Menezes, 3e. Bien, moi, je vis un formidable spectacle. C'est impressionnant, notamment en GTE Pro. Moi, j'ai jamais vu ça. Les écarts si infimes. Après 5 heures de course, je crois qu'il y avait une voiture qui était en 5 ou 6 secondes. C'est vraiment un très beau spectacle. Il faut savourer ça, je dirais, jusqu'à la dernière minute. En tout cas, moi, je me régale et je ne suis pas prêt d'aller me coucher. On a vu l'une des BR Engineering sortir, vous savez, dans la zone d'approche de ces virages avec un dévers qui n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait par rapport au profil de la piste. On aimerait plutôt qu'il soit montant sur le bord droit. Ça n'est pas le cas. Ça reste une zone particulièrement délicate à passer. Ça existe, ce dévers, ou cette pente depuis l'année 72, nous l'avions évoqué un peu plus tôt, l'année d'inauguration de ce nouveau tracé. Oui, alors ce virage, il est redouté par beaucoup de pilotes. C'est le virage du karting et c'est probablement le virage le plus difficile à négocier, le plus piégeux. Il faut anticiper un petit peu le braquage. Et si vous regardez les images de la sortie de route de la BR, en fait, le décrochage de la voiture se produit très très tôt à l'entrée du gauche. Je pense que Sébastien, at the restart of the safety car, we will freeze the gap and we will restart the race when we are off traffic. Okay, copy. Just the gap is already around 5 seconds, so it will remain the same for the time needed. No risk in traffic to save your position, just clear traffic carefully. Là, nous sommes avec la Toyota numéro 8 en ce moment pilotée par Sébastien Mumi, la voiture de tête. Et c'est bien de pouvoir profiter, Lionel Robert, de ces images caméra embarquées. Cela montre aussi, même si l'on n'est pas en vitesse course, mais à quel point les phares, là on utilise les technologies les plus modernes. Je pense qu'on est aussi en mode phare laser, permettent de voir presque comme en plein jour. Au début encore des années 90, lorsque vous étiez au départ des 24 heures, est-ce que vous avez le souvenir profiter d'une luminosité aussi ou d'un éclairage aussi performant la nuit? Non, certainement pas, mais tout progresse de la même manière, c'est-à-dire que nous n'avions pas autant de confort au niveau de l'éclairage, mais on freinait pas aussi tard, on passait pas aussi vite en course. Plus vous donnez les moyens d'être performants aux pilotes, plus ils les exploitent, plus ils vont aux limites, et on le voit bien au niveau des chronos qui
sprint de 24 heures. 1h40, Lionel Robert. C'était bien de piloter la nuit au Mans, sinon de façon globale, est-ce qu'une partie de la victoire se joue là dans la nuit à la condition d'en sortir bien, sans avoir perdu de place et d'éviter les pièges, parce que malgré l'excellence de cet éclairage de chacune des voitures, ça n'empêche, ça reste quand même la nuit. Oui, ça reste la nuit, effectivement, les repères sont un petit peu différents. Mais alors, quel plaisir de piloter la nuit. Je pense que tous les pilotes, tous les vrais pilotes, tous les sportifs qui viennent faire les 24 heures du Mans se régalent à piloter la nuit, parce que c'est formidable. Et en plus, pour une pilote, les occasions de rouler la nuit ne sont pas très nombreuses. Donc quand on a la possibilité de courir la nuit, il faut la saisir. La dernière fois que j'ai roulé sur ce circuit, c'est pas très vieux, c'était au Mans Classique l'année dernière. Oui. Et il y avait une manche nocturne qu'on devait partager notamment normalement avec le propriétaire de la voiture. Et celui-ci finalement a préféré me laisser le volant pendant toute la manche. Et je peux vous dire que j'ai été heureux d'avoir une double ration de tours et j'ai profité vraiment de chaque instant de cette manche nocturne. Merci beaucoup Lionel Robert. Alors la suite du programme pour vous, c'est quoi? Et vous, votre fils Antoine, on vous retrouve où? Alors, nous sommes dans 15 jours sur la prochaine manche de l'Ultimate en championnat LMP3, comme vous l'avez précisé. Sauf que la petite particularité, c'est que je vais m'effacer au profit d'Antoine. C'est important qu'Antoine puisse continuer toute la saison. Quand on court ensemble, on est très heureux, mais c'est aussi 2 volants à financer au lieu d'un. Donc comme la trajectoire d'Antoine Robert est beaucoup plus importante que la mienne, je vais donc essayer de jouer le rôle de coach pour qu'il réussisse la prochaine course au Mugello. Très bien, et puis on vous retrouvera encore après, et Antoine viendra bien un jour 24 heures du Mans comme vous, il n'y a pas de raison de penser le contraire. Merci beaucoup Lionel Robert, bonne nuit alors. Merci, bonne nuit, oui, bonne nuit de spectateurs, et je vais rester le plus longtemps possible en bord de piste parce que c'est vraiment un spectacle formidable. Ça s'appelle la magie du Mans, c'est bien d'exprimer comme vous venez de le faire Lionel, merci encore. Classement inchangé évidemment, puisque sauf arrêt ravitaillement, les voitures ont une position figée par la procédure safety car. 4 secondes 7 en fait entre Sébastien Buemi, Mike Conway. Nathanaël Berton est à 2 tours avec un peu plus de 7 minutes d'avance sur la voiture du team SMP Racing de Stoffel Van Dorn. Mais il faut aussi s'aligner et souligner que Nathanaël Berton venait lui-même de repasser par les stands pour un ravitaillement. G-Drive en tête de la catégorie LMP2 avec Job Van Neutert. Cinétech Alpine, Matmut en 2e position. Pierre Thirier, le Jackie Chan DC Racing. Ah ouais, là on est avec la 9e place du classement pour la voiture que pilote en ce moment Gabriel Aubry. Et le numéro 37, la voiture sœur, suit 4e position du classement LMP2. Dragon Speed numéro 31. Pastor Maldonado en ce moment, patiente puisqu'il y a toujours le safety car en cours. Il est en 11e position, 5e du classement des P2. « 1h43, allons-y, mesdames et messieurs, pour quelques messages sur les écrans géants.
Allez, nous sommes repartis. Il est 1h47, nous sommes repartis et nous sommes repartis avec le duel en tête de la course. Il y a 1 seconde 5 d'écart entre Sébastien Buemi, le leader avec la Toyota numéro 8, et Mike Conway, deuxième avec la Toyota numéro 7. En fait, elles se suivent. On ne peut même plus considérer le chrono, mais simplement le fait qu'elles se suivent et qu'elles sont en train de remonter toutes les deux, l'une derrière l'autre, la file des voitures qui sont devant, puisqu'elles étaient derrière le même safety car. Et c'est pas facile de négocier parce qu'il y a un peu de tout là. Il y a du GTE AM, du GTE Pro. Et suivant la possibilité, l'adresse, eh bien, celui qui est derrière peut perdre du temps. C'est ce qui se passe en ce moment avec Mike Conway. Mike Conway qui était dans les feux arrière de Sébastien Buemi, qui ne l'est plus. Sébastien Buemi a réussi à faire un petit peu le trou. Et donc il y a cette longue file de voitures à remonter. Mais nous sommes bien sous régime de drapeau vert. Alors, qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne les écarts dans les autres catégories? On est donc bien d'accord. Une fois que les safety cars se sont effacés, il y a 2 minutes 22 d'écart entre les deux premiers en LMP2. C'est le russe du J-Drive qui est en tête, alors que l'Alpine numéro 36 est deuxième à 2 minutes 21. En catégorie MGTE Pro, nous avons 4 secondes 7 d'avance pour Lorenz Ventore sur la Porsche numéro 92. D'avance sur la Ferrari de la F-Corse numéro 51. Et en catégorie LMGTE AM, la différence est d'1 minute 23. À l'avantage de la seule Ford engagée en GTE AM. C'est la couleur de Wins numéro 85 du Keating Motorsport. C'est le Brésilien Felipe Fraga actuellement au volant. Et il a donc 1 minute 23 d'avance sur Julien Andlauer sur la Porsche Dempsey numéro 77. Elle occupait la 60e position, avant-dernière, en fait dernière de celle qui officiellement roulait encore. Elle ne roulera plus, c'est officiel maintenant. L'heure d'abandon 1h15 avec le numéro 10, la BR Engineering du Dragon Speed. Au revoir Runger van der Zande, au revoir Ben Henley, au revoir Henrik Edman. À l'année prochaine, on espère. Mais donc, c'est un abandon. Sur la cause officielle et boîte de vitesse. Allez, les Toyota ont fait le ménage maintenant avec les voitures qui étaient dans le même wagon qu'elles. Il reste encore 2 LMP2 devant. Mais la 8 et la 7 sont en vue l'une de l'autre. Et voilà pourquoi la différence est maintenant d'1 seconde 6. Alors des arrêts au stand et des arrêts au stand de 2 voitures qui justement étaient devant les Toyota. Maintenant c'est piste claire. Piste claire pour Sébastien Buemi et Mike Conway, puisque nous avons l'arrêt au stand à la fois de l'Oreca du Duquesne Engineering numéro 30
Et l'arrêt observé en même temps du leader en catégorie LMP2. Arrêt de l'Horus du J-Drive. La différence que l'Horus du J-Drive a en relation avec l'Alpine deuxième qui va peut-être s'arrêter, ça c'est ce qu'on va vérifier puisque vous savez que depuis le départ elles ont l'habitude de s'arrêter ensemble. La différence est de 2 minutes, donc il faut attendre évidemment le passage éventuel de la numéro 36 pour vérifier si elle s'arrête ou pas. La différence n'était pas aussi grande, mais le safety car est entré, un des safety cars est entré entre les deux. On va donc guetter l'éventuel arrêt de Pierre Thirier. Alors que on repart avec Roman Rusinov sur la J-Drive Horus. Pas de changement en ce qui concerne la position des Toyota qui ont une piste claire devant elles. Au stand de l'Oreca du Jackie Chan d'ici Racing numéro 37. On va vérifier. Ouais, arrêt de la 36. Arrêt de l'Alpine numéro 36. Donc il continue sur le même tableau de marche que la 26, la 26 qui est repartie aux mains de Roman Rusinov, avec l'avantage que l'entrée du safety car a donné à cette voiture par rapport à l'Alpine, mais le tableau de marche ne change pas pour ces deux voitures. On parle là des voitures leaders en catégorie LMP2 et qui occupent les 6e et 7e places au classement général. Il n'y a pas de différence réelle entre la Toyota de Sébastien Buemi et celle de Mike Conway qui passe à l'instant devant nous. La seule différence évidemment c'est celle que l'on voit sur la piste, l'une derrière l'autre. La 8 est devant la 7 pour la deuxième fois en raison non pas exactement des conditions de piste, mais des conditions de course, c'est-à-dire il y a eu des safety cars, il y a eu des arrêts, et c'est pour cela que la 8 est devant, mais c'est déjà arrivé une fois, et la 7 a réussi à récupérer la tête de la course lorsqu'il y a eu cette occasion. À voir si Mike Conway va réaliser la même opération par rapport à Sébastien Buemi devant lui. Où en est-on en catégorie LMGTE Pro? La différence est de 7 secondes. Elle augmente en fait cette différence puisque la Porsche numéro 92 est, comme elle l'était d'ailleurs avant son arrêt et durant la nuit, un peu plus rapide que la Ferrari numéro 51. 3,52,7 pour Laurens Vanthoor sur la 92 lors du dernier passage. 3,53,5 pour Daniel Hauser. Différence de 7 secondes 3. La 3e et 4e position sont occupées par les Porsche 93 et 91, mais il y a une différence qui est dans l'ordre de la minute et demie en catégorie LMGTE AM. La différence, elle existait déjà, n'a pas été créée par le safety car, ou du moins pas par ce dernier safety car. Et entre Felipe Fraga, le Brésilien à bord de la Ford GT du Keating, et Julien Handlauer, le Français à bord de la Porsche 77 du Dempsey Proton, la différence est d'1 minute 23.
Sébastien Bohémy et Mike Conway qui reviennent à l'instant sur la tête de la course en catégorie LMGTE Pro. Voilà Daniel Serra dépassé par les deux Toyota à la sortie d'Arnage. Un peu plus loin devant, eh bien, les deux voitures japonaises hybrides vont aller à la rencontre de la Porsche numéro 92.